En préparant cet exposé, ce que j'ai pu constater, c'est que les violences augmentent, les lois répressives augmentent, mais les moyens de la justice, de la police, sociaux diminuent. Donc en fait, on va avoir des actions répressives coup de poing, pour l'exemple, et on va risquer aussi de faire... Ça va fragiliser la famille, et on va institutionnaliser le placement des enfants, qui vont se retrouver dans des zones de non-droit, où les parents n'ont plus du tout accès à leurs enfants. Donc pour moi, c'est le sous-titre « La violence du traitement des violences intrafamiliales ». Donc j'aurai trois parties. La définition, le contexte et les textes de loi. La deuxième, c'est les lois à l'épreuve de la pratique. Et le 3, c'est des initiatives et des pistes d'espoir. Donc d'abord, la définition des violences intrafamiliales. Eh bien, comme l'a dit le docteur Coulon, elles peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être sexuelles, parce que dans la sexualité, même si là on est en train de retirer le devoir conjugal comme une obligation dans la loi, dans le Code civil, normalement le devoir conjugal était une obligation. Et bien là, des fois les actes sexuels ne sont pas toujours librement consentis au sein du couple. Il y a les violences physiques, donc les coups qui se voient, mais il y a aussi toute forme de violence psychologique, de dénigrement, d'humiliation. Et il y a aussi les violences économiques, c'est-à-dire comment est-ce que une femme, et on l'a vu, le docteur Coulon l'a montré, c'est 30% d'hommes qui sont victimes de violences familiales, mais les 70 autres pourcents, c'est des femmes. Et derrière ça, il y a les enfants aussi. Donc, ce qui ressort aussi pour moi de ce qu'a montré le docteur Coulon, c'est que les gens ne sont pas toujours conscients qu'ils vivent des violences familiales. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas. Si on ne nous montre pas un autre exemple, si on ne nous dit pas il existe une autre façon de faire, eh bien, les gens ne sont pas conscients qu'ils sont victimes. Et souvent, ce qui fait réagir des mères et qui partent de la maison, c'est quand elles voient qu'on s'attaque à leurs enfants. Et alors là, elles ne veulent pas qu'on touche à leurs enfants, et donc là, elles bougent. Mais elles ont subi beaucoup sans savoir qu'elles étaient victimes de violences. Alors, le Covid, la crise Covid. Donc là, je vous passe un extrait d'une vidéo de Jacques Attali. Vous dites que le repas, c'est quelque chose de subversif. Oui, c'est extrêmement subversif et j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est que le repas dans notre société, c'est un moment où on ne travaille pas, où on n'achète rien, où on ne produit rien et où on parle entre nous de choses qui peuvent être critiques de la société. Donc c'est un moment extrêmement dangereux pour le capitalisme, pour employer un mot un peu général, mais pour toute forme de société organisée. C'est un moment très dangereux, puisque c'est un moment qui est hors de la discipline sociale. Donc, c'est pourquoi, dès la fin du 19e siècle, la société capitaliste américaine a tout fait pour tuer le repas. Pour qu'on mange vite, pour qu'on dépense très peu d'argent en mangeant, pour garder de l'argent pour acheter autre chose. Et qu'on soit peut-être le moins possible autour de la table. Qu'on soit le moins possible autour de la table, d'où la durée des repas qui s'est effondrée, et qu'on passe l'essentiel du temps à faire autre chose, à travailler, à produire, et à consommer d'autres choses que de la nourriture. Donc on a rendu la nourriture à la fin du 19e siècle fade. On a inventé le cornflakes en disant que le cornflakes était quelque chose qui allait permettre de limiter les libidos. Peu de gens savent que le cornflakes c'est un truc fait pour diminuer la pulsion sexuelle. Ça a été inventé pour ça. Les cornflakes, les céréales. Ouais. Ça a été inventé pour ça, explicitement. Ensuite, quand on trouvait que c'était un peu trop dur, on a inventé un truc pour mettre avec, c'était le ketchup. Et ce mélange-là a donné toute la nourriture industrielle du XXe siècle. Et a entraîné le fait que, comme tout ça, c'est pas très agréable à passer des heures avec, on mange vite, on passe peu de temps à table, et on a vu que la durée des repas
avec une exception française. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En France, ça va encore. Ça va encore. C'est un peu un village isolé. Le repas reste plus longtemps. On passe plus d'heures à table que les autres. On mange beaucoup moins longtemps, Oui. du coup on parle moins. Du coup, on parle moins, on est de plus en plus solitaire. Ça renvoie à ce que l'on voit. Les sociétés sont de plus en plus solitaires. Les gens mangent même plus à la cantine de l'entreprise. Voilà, donc je vous ai mis cet extrait qui m'a hanté depuis des mois et des années, c'est-à-dire que Jacques Attali lui-même explique que les repas familiaux sont subversifs parce qu'on n'est pas en train de consommer, on n'est pas en train d'acheter, on n'est pas en train de produire, on est en train de parler, et peut-être de parler de choses sociétales qui pourraient déranger la société, ou ceux qui veulent la contrôler. Et d'ailleurs, on voit le résultat, c'est-à-dire que depuis les confinements, les jeunes ont pris l'habitude de manger vite, de manger en regardant des téléréalités, d'être beaucoup moins disposés à vivre un repas de famille traditionnel. Pendant la crise Covid, entre mars 2020 et février 2022, nous avons subi 3 longues périodes de confinement et d'importantes restrictions aux sorties et aller dans les lieux publics. Les parents ont été obligés de se mettre en télétravail. Donc, je tiens à vous préciser que la loi sur le télétravail existait déjà avant, sauf que le 22 mars 2012, il y a une loi qui a dit « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, il pourra être nécessaire de mettre en place le télétravail pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. » Donc vous vous rappelez que la pandémie grippe H1N1 en 2010, c'était juste une répétition de ce qui nous est arrivé en 2020. Et dès 2012, ils ont mis en place l'obligation du recours au télétravail en cas de pandémie. Et puis on a obligé les parents, donc ils étaient en télétravail sur leur ordinateur, à assurer la continuité pédagogique. On a fermé les écoles en disant que les enfants étaient la cause de la contagion, et on a obligé les parents à devenir instituteurs. Et moi, j'ai reçu à mon cabinet beaucoup de personnes qui avaient fait briser leur couple parce qu'ils ne supportaient pas, si maman était en télétravail, que papa faisait les devoirs, mais papa ne supportait pas, il criait sur les enfants, oui, il tapait. Ça a vraiment mis la zizanie dans les familles. Et ça a été aussi une intrusion de la vie publique, de la vie sociale, de la vie professionnelle, dans les cercles de l'intime. Sans parler de toutes les caméras et tous les micros qu'il y a sur nos téléphones portables, nos ordinateurs, qui permettent de savoir et d'intruser, pour dire même de violer l'espace de l'intimité de la famille. Et donc, c'est normal, si vous mettez tout le monde en disant « tu dois travailler, tu dois être maîtresse, tu dois faire à manger, tu n'as pas le droit de sortir, tu dois faire une attestation pour tes courses, tout ça », c'est comme si on mettait tous ces gens enfermés les uns sur les autres. Ça bouille, parce que tout le monde ne vit pas à la campagne, tout le monde n'a pas un jardin, les gens en ville, ils n'avaient pas des grandes surfaces. Voilà. Donc, les violences ont vraiment augmenté en 2020. Donc, les lois qu'il y a eu depuis 2020 et autour, donc, notamment autour des Grenelles sur les violences familiales, eh bien, il y a eu l'augmentation des délais de prescription. Donc, c'est passé de 3 à 6 ans pour les délits contre les violences par conjoint, les agressions sexuelles, le délai de prescription. Donc, le délai de prescription, c'est le temps que le parquet s'autorise à avoir pour agir. Et donc la possibilité, la durée de temps qu'a une victime pour porter plainte. D'accord ? Donc il est passé de 10 ans à 20 ans pour les crimes. Donc le viol, c'est un crime. Et on a créé aussi les infractions sexuelles incestuelles. D'accord, en disant que voilà, l'inceste, c'est une circonstance aggravante au niveau si c'est dans la famille.
Alors, il y a eu, comme le disait le docteur Coulon, aussi des lois qui ont voulu renforcer la protection des victimes. On a augmenté la durée des ordonnances de protection des victimes. On a créé des pôles. Depuis 2024, il y a des pôles dans chaque juridiction, donc dans les tribunaux judiciaires et dans les cours d'appel. Il y a des pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales. Le législateur a même créé une loi qui permet de enlever l'autorité parentale aux parents suspectés d'atteinte sexuelle aux enfants. Ce qui veut dire que, à contrario, une mère qui ne veut plus que son mari ait accès, ou son ex ait accès à l'enfant, va porter plainte en disant il y a des violences sexuelles qui ont été faites sur mon enfant, et donc tout de suite on va suspendre l'autorité parentale, ce qui veut dire suspendre les droits de visite et d'hébergement. Donc ça, c'est les textes, les belles lois. Maintenant, comment on fait réellement dans la pratique? Donc, je vais passer sur cette slide qui vous redonne les chiffres évoqués par le docteur Coulon. Déjà, il faut savoir aussi que toutes les victimes ne portent pas plainte. Alors, pour illustrer cette histoire de violence faite aux femmes, je vais vous donner faire écouter un témoignage qui m'a bouleversée, mais qui pour moi illustre vraiment ce à quoi je me heurte en tant qu'avocate au quotidien pour accompagner les femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc cette dame s'appelle Elisa et c'est dans une émission, je crois, du 15 janvier 2026 qui s'appelle « Coup de poing sur les i ». Moi, mon histoire commence le 17 novembre 2023 lors de violences conjugales effectuées par mon mari devant 3 de nos enfants. Donc c'était des violences extrêmement compliquées, comme le vivent malheureusement beaucoup de femmes et comme je n'aurais jamais pensé le vivre un jour. J'ai eu peur pour mes enfants, donc le lendemain matin, je suis allée à la gendarmerie. J'ai pas voulu porter plainte à l'époque parce que j'avais peur. J'avais peur pour la carrière de mon mari, j'avais peur pour beaucoup de choses. Mais au vu de la violence des faits, c'est le procureur qui a porté plainte à ma place. Sauf que, en fait, à l'heure actuelle, je me dis que, malheureusement, dans notre pays, on en arrive à se dire qu'on n'aurait jamais dû agir comme ça, on n'aurait jamais dû aller à la gendarmerie. Parce que je n'aurais pas été à la gendarmerie ce jour-là, j'aurais toujours mes enfants avec moi aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, mon mari de l'époque n'a pas supporté l'heure et demie de garde à vue dans laquelle il a été mis, n'a pas supporté que son ego en a pris un coup, que sa carrière en a pris un coup. Et il a tout retourné contre moi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis passée du statut de victime au statut d'accusée. À partir du moment où il a été jugé, le 8 février 2024, il a tout retourné contre moi, en disant que j'étais folle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une pédiatre qui nous a reçus aux urgences le lundi 26 février 2024. Je suis arrivée angoissée parce que j'avais peur que mon ex-mari soit présent. Et en 5 minutes, je dis bien en 5 minutes, elle a même pas examiné mon fils. Elle nous a même pas écoutés. En 5 minutes, elle m'a diagnostiqué le syndrome de Munchausen. Carrément. Et elle a fait un signalement au procureur. Le lendemain matin, j'allais à la gendarmerie pour porter plainte pour violence psychologique. Le gendarme qui m'a reçu n'a pas voulu prendre la plainte. Et au bout des 2 heures d'audition, il m'a dit « Je viens de vous auditionner pour justement le signalement qui a été fait la veille. » Donc je suis tombée des nues. Il m'a menti puisqu'il m'a dit qu'il y aurait 2 semaines d'enquête par l'ASE. Il m'a menti parce que l'après-midi même, il est venu, donc ils étaient 2 gendarmes, 3 assistantes sociales, ils sont venus me prendre mes 2 fils mineurs. On était tous en état de sidération. Ils m'ont pris mes enfants du jour au lendemain, sans enquête, sans preuve, sans rien du tout. Donc j'ai compris que c'était une audience en huis clos.
J'ai compris pourquoi. Tout simplement parce que la juge en a rien à faire des preuves. Elle en a rien à faire du parent protecteur. Elle a pas regardé, elle a regardé aucune des preuves. Elle a placé mes fils pour 9 mois. Avec coupure de tout. Ils ont été coupés, ils ont été déscolarisés pendant 2 mois. Mon fils a eu tous ses traitements d'arrêté. Nous, on avait mis en place de médiation, donc c'est-à-dire on nous écoute, hein, donc c'est pas naturel, on peut pas parler naturellement avec nos enfants, on est surveillé pour tout, donc je suis devenue la méchante, puisque tout ce que disait monsieur c'était parole d'évangile, et moi je pouvais plus me défendre en fait. Donc, je vous ai épargné, ça dure un quart d'heure son témoignage, là vous en avez eu 3 minutes. C'est juste lourd, insoutenable. En fait, comme j'ai fait des coupures d'extraits, quand elle s'est présentée à la police parce que les enfants étaient stressés et ne voulaient pas aller voir leur père qui les harcelait, ce qu'elle dit, c'est que la veille, elle a appris que, après sa condamnation, vous avez entendu, il a fait 1h30 de garde à vue, ce monsieur. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui a un haut poste, puisqu'elle elle dit dans l'histoire qu'elle déménageait régulièrement, donc elle-même, elle ne pouvait pas avoir d'attache, puisqu'à chaque fois, elle suivait son mari. Elle a eu 4 enfants avec lui. Et donc, en fait, au moment où il a été condamné quand même en correctionnel, il a dit à sa famille, faites des signalements contre ma femme, comme quoi elle s'occupe mal des enfants. Donc il y a eu les signalements, et donc quand elle se présente à la gendarmerie pour dire mon mari harcèle les enfants, il veut les voir, les enfants ont peur de lui, ils ne veulent pas le voir, parce que les enfants avaient été traumatisés par la scène de violence, on refuse sa plainte, et l'enquête a lieu dans le cadre du signalement qui a été déposé quelques jours avant. D'accord ? Et comme par hasard, elle va ensuite à l'hôpital, enfin je crois que c'était avec elle est à l'hôpital, le médecin aussi fait le signalement. Et là, c'est dramatique, parce que à partir du moment, et c'est pour ça que je vous dis, il y a la théorie, et puis il y a l'horreur de la réalité, c'est-à-dire que si on va à la gendarmerie, si on va à l'hôpital, dire j'ai subi des coups, mes enfants vont pas bien, eh bien il y a des gens qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur la famille. D'accord ? Et donc suite à ça, donc cette femme, ce qu'elle raconte, c'est que les enfants, ils ont été placés, ces 2 enfants mineurs, qu'ils faisaient des fugues, et que un jour, il y en a un des enfants qui allait être interné en psychiatrie, il a appelé sa mère, il a dit au secours, ils ont pris le train, ils ont fait une fugue de leur foyer, ils ont pris le train, elle les a récupérés, elle a pris la voiture, elle a foncé jusqu'au Portugal, là elle a dit, mes enfants sont en foyer, ils s'en sont échappés, aidez-moi. Il y avait un mandat d'arrêt international contre elle pour enlèvement d'enfants et séquestration. Elle a fait 3 mois de prison. Quand elle est sortie de prison, elle a retrouvé un emploi, elle a retrouvé un domicile. Les gendarmes la surveillaient, les enfants ont repris les fugues, sont revenus chez elle, elle est retournée encore 3 mois en prison, avec un juge d'instruction qui lui a interdit pendant 1 an d'avoir tout contact avec les enfants. Elle n'a rien fait à ses enfants, elle est juste victime. Et c'est ça la réalité de notre métier d'avocate. Donc cette dame, elle dit, je suis suivie par des psychiatres, j'ai des avocats, mais nous, avocats, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est compliqué. Parce que vous avez entendu tout à l'heure, elle a dit, le juge, donc là elle parlait du juge des enfants, c'est une audience à huis clos, donc déjà, c'est pas une audience publique, alors que les autres audiences sont publiques, hein, pas en matière familiale, en correctionnel, et les autres audiences sont publiques, mais en matière familiale, c'est la vie intime de la famille, d'accord, c'est pas public. Mais là, c'est un huis clos, parce qu'il se passe, c'est le pouvoir de l'administration, puisque qui est-ce qui gère les enfants placés ? C'est l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est le conseil départemental. Et le conseil départemental, il a des accords avec des lieux de placement, où il y a des engagements pour un remplissage à 95%. Et donc, il faut bien faire marcher le business. Il faut bien que les associations d'aide aux victimes... J'ai rien contre tout ce système. Je dis juste que c'est un rouleau compresseur qui va détruire la famille. Et
moi, j'ai des jugements, hein, donc moi, des femmes victimes de violences, ou même des hommes, hein, voilà, qui se retrouvent avec des femmes qui fuient avec leurs enfants, j'en ai. Mais alors, quand on se retrouve devant le juge, si on demande une ordonnance de protection, ils disent « Ben non, en fait, il y a un conflit parental aigu, et donc... c'est l'impact du conflit parental sur les enfants, mais il n'y a pas de justificatif de violence réelle sur les enfants, ni sur la mère d'ailleurs, donc on refuse l'ordonnance de protection. Moi j'ai vu une juge dire à ma cliente mais madame, vous avez fait un divorce par consentement mutuel, alors c'est que ça va. Ben non, le divorce par consentement mutuel, j'appelle ça le divorce cocotte minute, c'est-à-dire c'est le divorce, on se dépêche de se mettre d'accord avec le monstre pour trouver une solution. Sauf que lui, ça a été trop vite pour lui, donc il veut en découdre, puisqu'il sait qu'il a des appuis dans la justice, et donc il va toujours retourner à l'attaque pour attaquer, humilier, détruire, démolir la mère protectrice. D'accord ? Et ça, ça a été confirmé, il y a un rapport de l'ONU qui date du 13 avril 2023, rapport sur la violence contre les femmes, les filles, ses causes et ses conséquences, et qui dénonce le comportement des membres de l'appareil judiciaire et des professionnels du droit. Elle dit il y a l'amertume des femmes face à des juges qui se montrent compréhensifs à l'égard des pères violents. Sans rentrer dans les clichés, il y a quand même ces types de caractères qu'on appelle les pervers manipulateurs narcissiques. Ils sont aussi séducteurs, d'accord ? Et donc, ils passent très très bien devant les gendarmes, devant le juge, devant les experts psychologues, devant les services sociaux. Ils vont aller raconter n'importe quoi sur madame, et tout se retourne contre madame. Et dans ce rapport, il est dit « Les parents ne sont pas traités de la même façon par les tribunaux et les professionnels qui attendent des mères qu'elles soient calmes, arrangeantes, tout en tolérant les comportements agressifs des pères. » Parce qu'un enfant qui est placé à l'aide sociale à l'enfance, même s'il n'est pas dans un foyer, c'est-à-dire il y a juste une assistance éducative en milieu ouvert, d'accord, donc à son domicile, mais si l'enfant il est chez la mère, c'est la mère qui va se payer d'avoir des éducateurs qui viennent toutes les semaines à la maison, qui vont surveiller ce qui se passe. Les violences aux enfants, donc là vous avez vu, donc j'ai mis comme titre l'engrenage irréversible des signalements, parce que une fois qu'il y a eu un signalement qui a été fait, eh bien, on ne sait pas comment on va pouvoir en sortir. On ne sait pas comment on va récupérer ses gosses. On sait pas. Et donc, moi, je connais plein de mères qui préfèrent se taire, supporter, courber les chines pour protéger leurs enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas placés. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Donc oui, j'ai écrit « L'enfant est pensé comme étant en danger dans la famille naturelle et jamais comme un enfant susceptible d'être mis en danger par le système censé le protéger. » Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une jurisprudence récente qui dit « Le droit de correction parentale n'existe pas », du 14 janvier 2026. D'accord ? Cour de cassation. C'est génial. Ça veut dire qu'un père n'a plus le droit de prendre un gosse et de le pousser contre un mur, lui donner une baffe ou le brusquer. Et tant mieux. Sauf que un père qui fait ça, parce que son gosse il a fumé du shit ou parce qu'il est rentré trop tard et que le père il a eu peur ou je ne sais pas quoi, ben, on va lui enlever l'autorité parentale, on va lui retirer ses droits de visite et d'hébergement, on va obliger la mère à quitter le père parce qu'on va dire, mais vous vous rendez compte, votre mari il est violent, il ne faut pas que ça recommence. D'accord ? Et l'enfant, eh bien, il appartient à la société maintenant. Donc l'enfant, il rentre dans les engrenages de l'aide sociale à l'enfance, du département, et là, on voit un juge 2 heures par an, et le reste du temps, c'est les intermittents des services de l'aide sociale à l'enfance qui vont s'occuper de l'enfant. La dame, elle raconte,
Des fois, son fils, il faisait des fugues, il marchait pendant des kilomètres et, pour aller retrouver sa maman. Elle disait, mais elle appelait les services et le foyer, elle disait, il est où? Oh, il est parti faire un tour au parc. Mais ils ne savent pas où il est. J'étais parent d'élèves, il y avait des élèves qui étaient absents, qui vivaient en foyer, et les éducateurs n'en avaient rien à faire, ne savaient pas où étaient les gosses. La dame, elle raconte que son fils de 14 ans, là maintenant, il vend de la drogue, et il s'est fait violer dans la rue. D'accord? Tout ça parce qu'on protège la mère. On protège soi-disant les enfants. Donc, comme je le disais, en conclusion, il y a des belles textes, il y a de la belle politique. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est faire une répression violente pour des exemples. Il n'y a pas de moyens pour la justice, de toute façon. C'est vrai qu'on forme les gendarmes, les policiers à mieux accueillir les victimes, etc. Mais, comme je l'ai dit, c'est des rapports de force. Donc, celui qui tape, s'il a son réseau, eh bien, il sera toujours protégé. Et le résultat, c'est que on fait exploser la cellule familiale. Donc, c'est vraiment une problématique très paradoxale. Donc, les initiatives, donc, j'ai pas eu le temps de faire des recherches au niveau national. Je peux vous parler d'initiatives au niveau des Yvelines. Donc, il y a des associations de victimes, des maisons des femmes, des micro-crèches. Ce qui est important pour sortir de l'isolement, c'est d'accueillir les victimes dans ce qu'elles vivent, de les croire, d'en parler. Le phénomène MeToo a permis, moi j'accueille à mon cabinet des gens qui sont venus me dire, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient le courage de parler de ce qu'ils avaient vécu, elle parlait même des violences qu'elle avait reçues enfant de la part de sa propre mère. Vous voyez ? Il y a plein de documentaires, il y a plein de médias indépendants. Il y a Pierre Barnérias qui a fait tant de beaux films, et notamment cette série qui s'appelle « C'est notre petit secret ». Et puis, moi, en tant qu'avocate, ça fait 30 ans que je me battais contre des moulins à vent, et c'est épuisant. Et j'ai décidé de d'inverser le processus et d'aider mes clients à s'apaiser. De sortir du triangle de Karpman, de ne plus être la victime d'un bourreau, à chercher des sauveurs, de se rassembler, de s'apaiser dans son corps, de se détendre, de se sentir cru, vu, entendu. Oui, ce que vous avez vécu, c'est grave. Oui, ce que vous avez vécu, c'est douloureux. Et comment vous apaiser? Donc j'appelle ça la justice éclairée. C'est pour mettre la lumière de la conscience dans ce que je suis en train de vivre et comment je peux me remettre au centre de mon histoire et arrêter de subir ma vie. Comment je me remets au centre de mon dossier et j'arrête de me laisser brinque-baller d'un côté et de l'autre. Comment je me réapproprie, je me recentre et je m'apaise. Et j'anime aussi un atelier de parentalité éclairée pour aider les parents à comprendre que ce qui les met en réactivité chez leur enfant, c'est des parts de leur enfance qui n'est pas encore apaisées, qui ne sont pas encore guéries. Et donc, je veux créer de la communication, parce qu'une des choses qui manque aussi, c'est qu'on s'occupe des victimes, mais les agresseurs ont eux-mêmes été victimes. Je veux dire, c'est des cercles vicieux. Donc, il faut mettre les gens en prison, mettre les gens à l'écart, ça ne règle pas le problème. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir dire à une personne, vous avez fait ça, mais vous n'êtes pas que ça, parce que la société nous pousse à aller mal, nous pousse à sortir notre violence, et on n'a pas d'espace d'expression de notre violence. C'est pour ça que j'ai dit la violence du traitement des violences intrafamiliales. Regardez toute la violence qu'on bazarde à nos enfants sur les petits écrans, sur leur téléphone, sur tout. Et donc, est-ce qu'il y a des espaces où on peut s'exprimer? Est-ce qu'il y a des espaces où on peut accueillir les émotions? Donc je pense, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les femmes, mais je pense qu'il faut aussi qu'on éduque les hommes, parce que ce sont les femmes qui éveillent les hommes, qui initient les hommes. Et donc je pense qu'il faut aussi arrêter de voir les hommes comme des monstres et leur parler
avec douceur et dire d'accord, là vous avez eu un excès de colère, mais est-ce que vous pouvez vous poser, est-ce que vous pouvez voir que vous êtes un bon papa et redevenir l'homme que vous avez envie d'être? Vous voyez, c'est-à-dire que je crois que c'est vraiment un problème de société et un problème de communication et d'éveil à plus de bienveillance déjà envers soi-même. Quand on est méchant avec les autres, c'est qu'on n'est pas gentil avec soi-même non plus.